On démarre? Ok. Bonjour à tous, voilà, il est exactement 12h30 dans le ZCL News. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Gérard Cotelon, le directeur du CHU de la Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. Ensuite, nous allons recevoir Willy Nessor. Willy Nessor, c'est un éditeur guadeloupéen qui, pendant la période difficile du Covid, il a continué à éditer. Il viendra nous présenter ses derniers ouvrages. Ensuite, nous irons voir à la désirade Sherline Gourdet, elle est psychologue experte, avec elle on fera un petit point toujours sur Oser parler. Et puis en fin d'édition, Francesca Fesfoul, la présidente déléguée de la commission culture et de Cap Excellence, viendra nous parler de cette manifestation qui aura lieu le 21 à l'occasion de la fête de la musique. Ce sera donc ce qu'on appelle un grand round-down, on peut dire, d'artistes guadeloupéens, et viendra nous préciser un peu comment Cap Excellence et pourquoi Cap Excellence a organisé cette manifestation. Sinon, l'actualité, c'est encore la désirade, où on l'a dit hier, l'île était une fois de plus bloquée, personne ne pouvait se déplacer parce que les bateaux ne pouvaient pas prendre la mer. Semble-t-il, le Conseil général a fait ce qu'il fallait, de manière à ce qu'aujourd'hui, les liaisons sont rétablies avec, entre guillemets, la Guadeloupe. Voilà. Ce qui fait l'actualité aujourd'hui, je vous le disais, plus d'un mois après, presque un mois après le déconfinement, le directeur du CHU a accepté de venir sur notre plateau. J'ai écouté long, globalement, comment ça s'est passé cette période du Covid? Écoutez, ça s'est bien passé parce que nous avons eu des circonstances favorables. Oui. Ce que j'entends par là, c'est-à-dire nous n'avons pas été débordés par une vague de patients Covid. Oui. Je rappelle qu'à ce jour, alors que nous n'avons plus de cas autochtones, nous avons des cas importés, Oui. nous sommes qu'à 161 personnes infectées du Covid. Sur notre territoire. Donc nous n'avons pas eu une vague importante. Oui. Et puis nous, au niveau du CHU, on s'était préparé à faire face à cette épidémie. C'est un travail de longue haleine que j'avais entrepris avec mes équipes depuis fin janvier, début février. Et nous savions que nous serions touchés parce que cette pandémie, d'où son nom de pandémie, est mondiale. Les gens circulent. Ce n'est pas le virus qui circule, ce sont les gens qui circulent et qui transportent le virus. Et nous, connaissant la situation difficile dans laquelle était le CHU, comme on dit en créole, on devait prendre devant avant devant bon moins. Oui. Donc on a préparé les organisations, on a anticipé la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un afflux massif de victimes, que ce soit en réanimation ou en hospitalisation. Et puis l'autre chose, c'est que moi j'avais le souci aussi de protéger mon personnel. Oui. Donc on avait mis à l'abri tous nos équipements de protection individuelle, parce que j'avais eu une discussion avec Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique au hôpital de Paris, vers la mi-janvier. Il m'avait mis en garde, il m'avait dit l'assistance publique a été dépouillée de ses masques par le personnel qui avait peur et qui avait besoin de se protéger et de protéger les familles. Donc, le bilan que je tire de tout ça, c'est que nous avons une capacité de réaction et de bien faire les choses au CHU. Pour peu qu'on se mette ensemble, qu'on essaie d'avoir une bonne cohésion entre administration et professionnels sur le terrain. Ça a été un des enseignements de cette crise. Il n'y avait pas d'un côté l'administration, de l'autre les médecins et les personnels. On avait des analyses partagées de la situation. On avait des analyses partagées sur les orientations qu'ils devaient prendre, et puis les décisions étaient pratiquement prises en commun. Nous étions, comment dirais-je, dans une organisation de crise où on se voyait tous les jours. On se parlait tous les jours. On était en réunion de crise tous les jours à analyser ce qui se passait en Italie, en France, et à se préparer. Et ce sont pour toutes ces raisons que je peux dire aujourd'hui que ça s'est bien passé et que nous soyons assez satisfaits de l'organisation et du travail qui a été fait.
Alors, est-ce que pendant cette période de la pandémie, les moyens nécessaires au CHU ont été augmentés, permettant de répondre à la demande? Alors, j'ai eu une inquiétude que j'ai eu l'occasion d'exprimer sur les médias, que j'ai fait remonter au niveau du national comme au niveau de l'ARS. C'est, si vous avez bien suivi ce qui s'est passé en Italie, le système de santé en Italie a été totalement désorganisé parce qu'il n'avait pas assez de lits de réanimation. Oui. Et donc, j'étais très vigilant là-dessus. Les projections que nous avions sur des modèles mathématiques pouvaient laisser penser qu'on aurait eu besoin entre 80 et 100 lits de réanimation sur le territoire si on avait eu une vague comme ça s'est passé en Italie. Or, au CHU, nous n'avons que 22 lits de réa. Oui. Donc, je me suis organisé pour pouvoir ouvrir des espaces supplémentaires. Mais on avait un sujet, c'est que je manquais d'équipement. Je manquais de respirateurs, je manquais d'un certain nombre de matériels. Et à un moment où dans l'Hexagone, ou même pas que dans l'Hexagone, en Europe, partout dans le monde, la demande sur ce type d'équipement était mondiale. Et donc les fournisseurs n'arrivaient plus à livrer. Donc j'ai eu une vraie inquiétude si on avait une grosse vague de ne pas pouvoir faire face à l'afflux de patients qui avaient besoin de réanimation. Sortant de là, nous avons eu les équipements qu'il fallait. On n'a pas été débordés. J'avais prévu d'ouvrir une quarantaine de lits de réanimation sur le CHU. On pouvait monter jusqu'à 60. On s'était organisé avec Basse-Terre pour que Basse-Terre prenne les patients de réa qui n'étaient pas Covid de positif. Oui. Et puis on avait aussi mobilisé les eaux claires qui pouvaient là aussi, pas de réanimation, mais prendre des patients qui relevaient de ce qu'on appelle des soins continus. Donc moi, mon inquiétude j'étais vraiment inquiet sur les réanimations. Encore une fois, on n'a pas eu une vague qui nous a débordé. On a eu jusqu'à 52 patients qui sont passés par la réanimation, mais on n'a jamais eu plus de 20 patients Covid+, en même temps en réanimation. Ce qui nous a permis de gérer les choses avec... Alors, il y a une question qui est souvent posée en Guadeloupe au lendemain des premières victimes. Il s'est dit, et ça n'a pas été vérifié ni affirmé, que les premiers morts du Covid étaient des personnes venant de croisières, etc. etc. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux cette assertion? Sur la cinétique de l'épidémie, ça a démarré, en tout cas sur notre territoire, sur Saint-Barthélemy. Oui. Le premier cas identifié, ça a été sur Saint-Barthélemy, dans une famille, un monsieur qui a eu la visite de ses parents qui venaient de l'Oise et lesquels parents ont apporté sur le territoire, si on inclut Saint-Martin dans le territoire, ont amené le virus. Après, les clusters que nous avons eus, les cas importés, ça a été effectivement des gens qui revenaient de croisière. D'ailleurs, j'ai eu, sans dévoiler de secret médical, un membre de l'équipage d'un bateau de croisière qui restait très longtemps chez nous en réa parce qu'il était atteint du Covid. Donc, clairement, c'est venu là. Mais vous avez vu qu'il y a eu des mesures qui ont été prises avec le CHU a participé, où on faisait des tests aux personnes qui revenaient de croisière qui étaient symptomatiques, avec un peu de fièvre, qui toussaient. Et puis, il y a eu des conseils à apporter aux uns et aux autres sur les mesures de confinement avant même que ça ait été décidé au niveau national. La chance que nous avons eue aussi, c'est que le confinement est arrivé au bon moment. Oui. Peut-être trop tard dans l'Hexagone, mais au bon moment chez nous, à un moment où le virus ne circulait pas. Oui. Et je tiens à saluer le comportement de la population guadeloupéenne, même s'il y a eu des petits dérapages, mais les gens ont globalement respecté ce confinement. Et je vois, même si aujourd'hui il y a un peu de relâchement, quand vous allez faire vos courses dans les supermarchés, vous voyez, les gens portent des masques, les gens font quand même un peu attention. Ce qui me fait espérer qu'on n'ait pas de rebond de l'épidémie. Justement, j'allais poser la question, est-ce que s'il y a un rebond, parce qu'en Chine en ce moment il y a un rebond, Pékin est pratiquement fermé, oui. Alors est-ce que si on rebond, on a la capacité de réponse immédiate au CHU? Il faut savoir que moi j'ai désarmé toutes les zones Covid, parce qu'on n'a plus de patients, donc ça ne servait à rien de garder ça. En revanche, l'épidémie n'est pas, si vous voulez, c'est pas quelque chose de brutal, c'est pas un accident. On voit monter les cas, on voit arriver de plus en plus de patients de réa. Nous, dans les 72 heures, nous sommes capables de
réarmer les lits de réanimation. Donc je vous ai dit que j'avais 22 lits de réanimation. On a installé au niveau de l'ancien self du personnel un espace équipé pour pouvoir ouvrir une dizaine de lits de réanimation. Et puis je suis en capacité, du jour au lendemain, disons dans les 48 heures, de dédier 2 zones à l'accueil des patients Covid, soit une quarantaine de lits. Mais quand vous discutez avec les infectiologues, ils vous disent nous ne sommes plus du tout dans la même situation. Premièrement, les gens ont compris les gestes de barrière, les gens portent des masques, et puis on repère, il y a ce travail qui est fait au niveau de l'aéroport, de notre aéroport, pour repérer ou donner des conseils aux personnes qui arrivent. Quand elles sont repérées, il y a une brigade sanitaire qui les prend en charge, qui leur explique l'intérêt du confinement pour eux et pour leur entourage. Moi, je ne suis pas médecin, mais bon, j'espère qu'il n'y aura pas de rebond. En tout cas, les infectiologues n'y croient pas. Parce qu'il y a eu la semaine dernière, une petite polémique entre les représentants de la CCI, du MEDEF et le gouvernement français, savoir est-ce que oui ou non, on pouvait ouvrir les vannes, c'est-à-dire permettre à des touristes étrangers de venir en Guadeloupe dans les jours qui viennent, parce qu'il y a des Guadeloupéens qui rentrent, des jeunes qui sont rentrés, du Canada un peu partout, mais il y a aussi, semble-t-il, les touristes qui veulent revenir en Guadeloupe ou qui veulent venir en Guadeloupe. Faut-il, oui ou non, ouvrir les vannes, de votre point de vue? Écoutez, c'est un sujet difficile. Oui, j'imagine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la première fois que vous m'avez invité, je venais d'arriver, je vous ai dit, on parlait de la situation du CHU, je vous ai dit, il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas d'économie avec un système de santé qui dysfonctionne. C'est clair. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, tout mon combat, c'est de rassurer la population de Guadeloupe, mais aussi les touristes, sur notre capacité à les prendre en charge. Vous êtes vu en France en ce moment, donc ça veut dire que les Guadeloupéens qui sont là-bas sont en train de regarder cette émission et votre réponse les intéresse autant qu'au sud de la Guadeloupe. Et ce n'est pas de les rassurer béatement, c'est de dire concrètement, oui, on est capable de vous prendre en charge. Si vous avez un problème de santé, malgré les difficultés du CHU qui sont connues, on est capable de vous prendre en charge. Parce que nous avons des médecins qui sont à la manœuvre, parce que nous avons des personnels qui sont à la manœuvre, on peut vous prendre en charge. Après, on sait que, si vous voulez, c'est le serpent qui se mord la queue. Ne pas déconfiner, ne pas faire repartir l'économie, ça peut avoir des conséquences très graves pour la vie des personnes, même pour leur santé. Donc le sujet est compliqué. Il faut faire tout ça avec mesure. Je pense que le fait que le président de la République ait décidé, là, dimanche, de dire que, voilà, en dehors de Mayotte et Guyane, on peut considérer que toutes les zones sont en zone verte et qu'il faut relancer l'économie, avec cette vigilance qui restera de mise de la part des ARS, de la part des professionnels. Il est clair que si de nouveaux clusters apparaissaient ici en Guadeloupe, je pense que les mesures de confinement qui ont prévalu pendant la crise, le couvre-feu, tout ça sera remis en place très rapidement parce qu'il s'agit de sauver des vies. On sait que cette maladie a une létalité qui est très forte, notamment pour les personnes âgées. Et donc, je pense que cette vigilance-là restera. Oui. Alors, la question d'actualité, c'est ce problème du GIP RASPEG. On ne sait pas exactement ce qui se passe. On dit qu'on veut écarter la directrice. L'ARS, dans plusieurs communiqués, dont une mise au point sortie hier, disait non, au contraire, on veut simplement réorganiser. Je prends le dernier mot. Il s'agit aucune personnalisation ni peur du changement co-construit s'il est nécessaire pour avancer. Alors, veut-on, oui ou non, faire disparaître le GIP ou sa directrice? De votre point de vue, vous êtes au conseil d'administration. De par mes fonctions de directeur général du CHU, je préside le conseil d'administration du GIP. Alors, ce que je voulais dire d'abord, c'est que ce GIP a rempli la mission qui lui a été confiée jusqu'alors par les autorités. Et bien rempli la mission. Quand vous discutez avec les professionnels, que ce soit les paramédicaux ou les médecins qui sont animateurs de réseaux de santé et qui travaillent pour le GIP, tout le monde se satisfait du travail qui a été fait. Il se trouve que la loi a changé depuis la loi Ma Santé 2022 promulguée en juillet de l'année dernière. Il y a, comment dirais-je,
un nouveau modèle de gouvernance de ce type d'activité qu'on appelle les DAC. La DAC. Et donc, il faut que le GIP évolue. Oui. Les missions resteront les mêmes. C'est en ça que l'ARS a raison. On continuera toujours à travailler sur les parcours, on continuera toujours à travailler sur la prise en charge des personnes âgées, on continuera toujours à travailler sur les réseaux, mais il faut revoir ça. Après, oui, il y a probablement un problème de gouvernance. Demain, j'irai rencontrer le personnel. Oui. Alors, moi, rassurer, très honnêtement, moi, personne ne m'a dit, voilà, on veut que Mme Chollet parte parce qu'elle n'a pas fait son boulot. C'est parce qu'il s'agit de Mme Chollet. Excusez-moi de citer son bien nom, sûr, c'est elle qui est dans l'actualité. Il s'agit d'elle. Il y a un problème. Il y a un problème. Le problème, il est il est réglementaire. Moi aussi, je suis directeur d'une institution. Je peux être confronté au même problème. C'est-à-dire que vous mettez à disposition ou en détachement un de vos agents, et réglementairement, au bout d'un certain nombre de temps, un choix doit être opéré. Si par exemple, moi, j'accorde un détachement à un agent du CHU, je peux le renouveler jusqu'à 10 ans. Au bout de la 10e année, il faut que l'agent dise je reste là où je suis ou je reviens au CHU. Ce problème-là se pose pour Mme Chollet. Là où ce n'est pas une divergence, où je dis on doit pouvoir trouver les voies et moyens de s'en sortir, c'est que il se trouve que l'employeur de la directrice du GIP, la CGSS, est membre du conseil d'administration, mais voire même est membre fondateur du GIP. Tout à fait. Donc on doit pouvoir trouver les moyens d'avoir une contribution et de sortir de façon apaisée de cette situation qui prend des proportions. Ah oui, ça a pris des proportions. Oui, que je regrette, mais bon, voilà. Vous allez peser de tout votre poids demain quand vous irez voir les gens. Mais moi, si vous voulez, demain, moi, je vais d'abord pour rassurer les employés sur la pérennité de leur emploi, la pérennité de la mission, qui est une mission hyper importante. Il faut savoir, par exemple, il n'y a plus d'accouchement à Marie-Galante. Je vous donne juste un exemple. Il n'y a plus d'accouchement à Marie-Galante, il n'y a pas de maternité. Donc il y a une organisation qui a été mise en place par le professeur Jonqui qui veut que, au bout de quelques mois de grossesse, si ce ne sont pas des grossesses pathologiques, par exemple une grossesse normale, je crois que c'est le 7e mois, il faut que les femmes arrivent ici. Parce qu'elles ne peuvent plus voyager, il faut... C'est le GIP Aspect qui gère tout ça, qui gère l'hébergement. Bon. Et donc, la mission remplie par le GIP est une mission hyper importante pour la santé des Guadeloupéens. C'est un organisme unique, se semble-t-il, dans le secteur de la santé. Ça n'existe ni en C'est un modèle unique, oui. Absolument, c'est un modèle unique. Et la mission qui est remplie est une bonne mission. Personne n'a dit que la directrice avait failli à sa tâche. Voilà. Après, effectivement, et je la comprends, elle veut rester. Son directeur lui dit, il y a un problème réglementaire, au bout de 10 ans, vous devez choisir entre soit quitter la CGSS, soit retourner chez votre employeur. Je pense qu'on doit pouvoir trouver les moyens de se sortir de ça. D'être licenciée, cette dame? Non. 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 Elle est personnelle de la CGSS. Oui. Mais si elle fait le choix de rester au GIP, qu'est-ce qui va se passer? Elle perd à la fois. Il va falloir qu'un choix soit opéré. Mais je ne voulais pas trop rentrer dans le détail des discussions. Mais je pense que la CGSS est membre, je vous dis, fondateur du GIP. Donc on doit pouvoir une façon de coopérer, que la CGSS apporte une vraie contribution à ce dispositif, encore une fois, qui rend un grand service. Donc en fait, c'est plus la CGSS que l'ARS. Ah oui, c'est la CGSS. L'ARS n'est pas son employeur. Oui. C'est pas l'ARS, c'est vraiment la CGSS. Alors, autre question, il va falloir qu'on essaie d'éclaircir. Ça, c'est ce que j'appelle l'affaire Edouardville. Je sais que les rapports n'ont pas toujours été au bout fixe entre vous et Mme Edouardville. Je ne vous cacherai pas qu'elle m'a interpellé aujourd'hui, c'est vrai, pour me dire, bon, au jour d'aujourd'hui, elle n'a pas de poste. C'est-à-dire que son local qui a été démonté ou mis à disposition, et elle a perdu toutes ces archives. Que sont devenues ces archives? C'est la question qu'elle me pose et que je vous pose. Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Non, mais elle sait bien que rien n'a été perdu. Elle pourrait les récupérer? Ben évidemment, tout est sécurisé. Au contraire, c'était dans un local inoccupé depuis 2 ans. Oui. Il se trouve que cet espace, j'en avais besoin
pour faire une zone de bureau et de repos pour les agents des urgences Covid. Donc, on a récupéré ça après l'avoir prévenu. Tout ça est tracé en lui disant venez récupérer vos affaires et c'est pas manifesté. C'est très gênant de parler d'une situation individuelle, mais moi il n'y a pas d'affaire Edouardville. Vous savez, moi j'ai pas. Je pose la question parce que il n'y a pas d'affaire Edouardville. Oui. Moi je n'ai aucun problème avec des gens qui travaillent sous mon autorité parce que je suis le directeur général. Elle n'est plus aux eaux claires, elle n'est plus au CHU. Non, elle est toujours aux eaux claires. Le directeur général des eaux claires m'a écrit et lui a écrit pour dire qu'il voulait récupérer son local à compter du 30 juin. Oui. Et il n'y a aucun problème. Mais après le 30 elle sera accueillie à Ricou avant le 30 juin. D'accord. Avant le 30 juin, elle aura des bureaux. Mais tout ça, elle le sait. Hein. Alors, j'ai souri parce que j'ai regardé une vidéo où M. Hirsch dit que vous seriez prêt à plonger dans la Seine si vous le demandez. C'est vieux, ça. Oui, je sais que c'est très vieux. Alors, je vous repose la question, est-ce que vous êtes prêt à plonger dans la Seine ou dans la rivière Salée? Non, ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il parlait de ma fidélité, du fait que j'étais loyal envers lui, et ce qui est la moindre des choses. Moi, j'ai un patron qui était un bon patron, c'est quelqu'un que j'admire. J'étais fidèle, loyal. Vous savez, Martin Hirsch, je vais vous dire qui est Martin Hirsch. J'arrive au CHU, comme vous le savez, en septembre 2018. Oui. Et en mai 2019, Patrick Portecop m'alerte en me disant Monsieur le directeur général, j'ai un problème. Nos véhicules du SAMU sont en mauvais état, plus de 300 000 km. On a passé une commande de véhicules du SAMU, mais la commande est bloquée parce que le CHU paye mal ses fournisseurs. Et comme c'est un fournisseur dans l'Hexagone, c'est bloqué. Et il me dit, la saison cyclonique arrive, je ne sais pas comment faire. Et moi, alors, j'allais dire je suis rentré en panique. Non, je ne suis pas quelqu'un qui panique. Mais j'ai pris conscience de ça en disant, mais comment on va faire? Et je ne savais pas comment faire. Et j'appelle Martin Hirsch. Et je lui dis, j'ai un problème. Il me dit lequel? Je lui dis, Martin, j'ai besoin que vous me prêtiez 2 ambulances du SAMU. Il éclate de rire en me disant, je ne sais pas si ça se fait, mais je suis d'accord. Ah bon? Eh bien, il m'a envoyé 2 ambulances du SAMU. Depuis Paris? Depuis Paris, que j'ai toujours. D'accord. Que j'ai toujours. Donc, je suis allé le voir au mois de mars, début mars. C'est probablement là que j'ai chopé le Covid à Paris. Je suis allé le voir début mars. Je lui ai dit, Martin, je ne vais pas vous renvoyer les véhicules, je vais les acheter. Et donc, je viens de recevoir la convention de cession où il va me céder ces 2 véhicules que je ne vais pas renvoyer à Paris parce que ces véhicules nous sont toujours utiles. Alors, sur le nouveau CHU, est-ce que vous serez encore là? C'est-à-dire qu'on parlait du cas de Mme Choulet, mais est-ce que pour ce nouveau CHU qui est en construction dans les années à venir, est-ce que vous avez envie d'y être? C'est la question. Moi, j'ai envie d'y être. Si vous voulez, moi, je suis... L'analyse que je faisais de la situation du CHU, c'est qu'on souffrait d'une valse de directeurs généraux qui se succédaient sans avoir le temps de poser les bases d'une saine gestion. Oui. Et donc moi, quand j'ai été contacté par le ministère pour venir, j'aurais dit, écoutez, moi si je viens, je m'inscris dans la durée. Hein, vous ne me débarquez pas au bout d'un an. Parce que je vous rappelle, M. Zandrodis, oui, je suis le 4e directeur général en 6 ans. Je sais. Mais ça n'existe nulle part, ça. Ça n'existe nulle part. Donc, vous ne pouvez pas gérer quelque chose avec cette valse de directeur. Donc, moi, je m'inscris dans la durée. Et moi, j'ai prévenu le ministère. Je lui ai dit, le travail, quand j'ai analysé la situation du CHU, je leur ai dit, le travail qu'il y a à faire, il est tellement important, il est tellement à faire en profondeur que ne vous attendez pas à des changements spectaculaires. Oui. Il faut tout reprendre à la base. Parce que sinon, on sera dans un hôpital neuf, oui, avec les difficultés de fonctionnement que nous connaissons aujourd'hui. Oui. Ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça, si vous voulez, moi, je ne suis pas là pour faire du show. Je ne fais rien de spectaculaire, mais on fait des choses de fond parce qu'il faut remettre l'hôpital sur les rails. Oui. Alors, comme vous étiez à Paris, vous gériez à peu près 20 000 personnes, à peu près, c'est ça? Oh, plus que ça. Plus que ça, 40 000, je me souviens plus du chiffre. Alors, est-ce que c'est plus difficile? 72 000. 72 000, exactement. Est-ce que c'est plus difficile de gérer 72 000 à Paris que gérer un CHU en Guadeloupe? Non, gérer le CHU, c'est plus compliqué. Ah bon? J'ai 3 fois plus de travail ici. Ah bon?
Oui, mais parce qu'à Paris, si vous voulez, les organisations sont en place, chacun est à sa place. Moi, j'avais une équipe de 23 directeurs qui travaillaient. Moi, j'étais au siège de la paix, j'étais à la direction générale. Oui, oui. J'avais 23 directeurs qui travaillaient sous mon autorité. Enfin bon, les choses roulaient, quoi. Moi, j'étais là juste pour contrôler. Je faisais, entre guillemets, de la politique RH. Quoi que vous avez dit, quand vous arriviez le matin à 7h, vous partiez à 21h. Oui, parce que moi, je suis comme ça. Je suis président au CHU, je fais la même chose. Hein. Oui. J'arrive très tôt, je pars très tard parce que il faut avoir le temps de travailler un peu avant que les réunions commencent. Oui. Et puis quand les réunions sont terminées à partir de 18h, 18h30, ben, il faut voilà. Oui. Mais c'est plus compliqué parce que la situation est plus complexe. Oui. Nous sommes dans une situation, où, je le redis, mais vous m'avez déjà entendu dire, nous sommes dans une situation où, par exemple, si on parlait de la crise Covid. Oui. Souvenez-vous, avant la crise Covid, les hôpitaux à Paris et dans l'Hexagone étaient en grève. Ils étaient en grève pourquoi? Ils disaient, on manque de moyens, on manque de personnel, machin. Moi, ici, on manque de moyens, mais je ne manque pas de personnel. Vous avez beaucoup de grèves quand même. Oui. Oui, on manque de moyens, Oui. parce que la situation est compliquée, le déficit. Mais tout ça est expliqué par le fait que j'ai une masse salariale trop importante. Je le redis, je le redirai toujours. Même si ça déplaît aux syndicats, ça déplaît. On a une masse salariale trop importante qui nous plombe. Oui. Et donc, si vous voulez, vous voyez la différence entre l'Hexagone et nous? Eux, ils disent on n'a pas assez d'effectifs. Et c'était vrai. Moi, j'en ai trop. Oui. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des réductions au CHU, au nouveau CHU? Il va y avoir... Mais encore une fois, je suis en Guadeloupe, je suis sur une terre qui est gangrénée par le chômage. On ne va pas faire n'importe quoi. Mais il va falloir diminuer cette masse salariale parce qu'il faut rééquilibrer les charges par rapport à notre capacité recette pour qu'on ait un fonctionnement normal de cet hôpital. Mais écoutez, Gérard Côté-Lombre, merci d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. Bien sûr, il va rester encore des questions et des questions. Donc, comme chaque fois que vous venez ici, c'était il y a 2 ans, et qu'il faut vous venir. Pas de problème. Ok. En tout cas, merci. 12h56, on prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure pour avec notre prochain invité, Willy Nestor, éditeur. À tout de suite. Super. CCN News revient avec CCN, caribrionews.com, le site caribéen le mieux informé et qui vous dit tout sur les affaires.